Que feriez-vous si quelqu'un tentait de vous humilier devant une foule, pour ensuite faire face aux conséquences de ses actes de la manière la plus inattendue? La voix stridente de Victoria Langley, une femme blanche, transperce la cabine de première classe comme un couteau. Les têtes se tournent, alors que cette femme corpulente, vêtue de vêtements de marque, pointe un doigt accusateur vers Alia Carter, 16 ans, assise tranquillement, tenant sa carte d'embarquement. Alia a répondu: « Je vous l'ai déjà dit, madame. Je ne pars pas parce que c'est le siège qui m'est assigné. » Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? De toute façon, les gens comme vous n'ont pas leur place en première classe. Le visage de Victoria rougit, alors qu'elle fait un geste avec condescendance et dédain envers Alia. « Si vous ne voulez pas bouger, j'appellerai l'agent de bord et la sécurité pour vous faire sortir. » Avant qu'Alia ne puisse répondre, Victoria se pencha vers elle et tira agressivement les joues d'Alia, lui causant tellement de douleur. La jeune fille noire regarde par la fenêtre, son reflet montrant un visage luttant pour maintenir sa dignité sous l'assaut humiliant. Elle saisit son téléphone pendant qu'elle envoie un SMS à son père, le seul espoir de sortir de cette situation. Avez-vous déjà vu quelqu'un faire face à un karma instantané pour ses actions? Déposez un commentaire avec « Justice » ci-dessous, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez cette histoire avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour des histoires plus puissantes qui inspirent le changement. Alia Carter, une jeune fille de 16 ans, étudiante hétéro, et quelqu'un qui a appris à naviguer dans la vie avec une confiance tranquille au-delà de son âge. Aujourd'hui, c'était censé être différent. Pour la première fois depuis qu'elle s'en souvenait, son père lui avait promis 2 semaines ininterrompues de son temps. Ce voyage signifiait tout pour Alia, des vacances avec son père. Alors que la plupart des adolescents passaient leur week-end au centre commercial ou parcouraient les réseaux sociaux, la vie d'Alia ressemblait davantage à ceci. Du lundi au vendredi, cours de placement avancé, capitaine d'équipe de débat, bénévolat à l'hôpital pour enfants. Les week-ends, la préparation scolaire, le récital de piano et souvent le dîner seul avec la chaise vide de son père. Un rappel douloureux du fait qu'il n'est pas toujours là. Non pas qu'elle se plaignît. Elle comprenait que le travail de son père était important, même si son absence laissait un vide que les réalisations ne pouvaient combler. Marcus Carter, son père, à 47 ans, était l'un des plus jeunes chefs de division de l'histoire du FBI, dirigeant la division antiterroriste avec le genre d'autorité discrète qui impose le respect sans l'exiger. Le genre d'homme dont le téléphone sonne à 3 heures du matin et dont les présidents attendent son évaluation. Le genre de père qui a raté plus d'anniversaires qu'il n'en a assisté. Marcus avait promis que cette fois-ci, ce serait différent. 2 semaines, Alia, pas de téléphone, pas d'urgence, pas d'agent qui m'appelle, juste toi et moi. Il avait bien sûr déjà fait ses promesses, mais quelque chose dans ses yeux disait à Alia qu'il le pensait cette fois. Peut-être était-ce la culpabilité. Peut-être le fait de voir sa fille grandir sur des photos plutôt qu'en personne. Ou peut-être était-ce la prise de conscience que bientôt elle irait à l'université et que ces moments deviendraient encore plus rares. Leur relation était compliquée, construite sur un amour profond, mais ponctuée de longues absences, de SMS au lieu de câlins pour une bonne nuit, d'appels vidéo pendant les vacances, de week-ends occasionnels lorsque la sécurité nationale le permettait. Les Carter n'étaient pas seulement riches. Ils étaient le genre de riches qui n'ont pas besoin de s'annoncer. Cela se voit dans les détails subtils. Le cuir italien fabriqué à la main de leurs bagages assortis, la facilité avec laquelle Marcus a organisé leurs billets de première classe, la manière décontractée avec laquelle Alia a mentionné leur villa privée en bord de mer à Bali, avec sa piscine à débordement surplombant l'océan. L'argent n'était pas quelque chose dont ils faisaient étalage. C'était simplement l'arrière-plan de leur vie, comme l'air qu'ils respiraient. En arrivant à l'aéroport ce matin-là, Alia s'est permise de croire que ce voyage pourrait réellement avoir lieu. 2 semaines d'attention totale de son père. 2 semaines pour reconstruire ce que sa carrière exigeante avait lentement érodé. 2 semaines pour être fille et père. Pas seulement 2 personnes partageant le même nom de famille et des dîners occasionnels.
Aucun d'eux ne savait qu'avant même que leur avion ne quitte l'espace aérien américain, ils se retrouveraient au centre d'une confrontation qui les mettrait tous les deux à l'épreuve de manière inattendue et révélerait à tout le monde à bord qui était réellement Marcus Carter. L'heure dorée de l'embarquement pour le vol 1876 à destination de Bali était bien avancée. Les passagers de première classe s'installaient déjà, dont Marcus et Aalia Carter. Le père et la fille se déplaçaient avec la facilité habituelle des voyageurs fréquents, rangeant leurs bagages à main design dans les compartiments supérieurs avant de prendre les sièges qui leur étaient assignés, 3A et 3B. Alia se glissa sur son siège près de la fenêtre, son endroit préféré. De là, elle pouvait observer la chorégraphie des équipes au sol de l'aéroport, voir les nuages pendant le décollage, et surtout, s'évader dans ses propres pensées en cas de besoin. Marcus s'est installé à côté d'elle, leur rituel avant le vol inchangé depuis son premier vol à 7 ans. Il l'interrogeait sur les sorties de secours. Elle lui rappelait de mettre son téléphone en mode avion, petite tradition qui comblèrent les écarts entre leurs moments ensemble. « Ça va être un voyage incroyable », a déclaré Marcus en serrant la main de sa fille. Le sourire sincère qui traversait le visage d'Aalia était rare ces jours-ci, un aperçu de la petite fille toujours présente dans la jeune femme posée qu'elle était devenue. Ce sourire s'effaça rapidement lorsque le téléphone de Marcus sonna. Son expression lui disait tout avant même qu'il ne vérifie l'écran. « C'est l'anglais », soupira-t-il, le poids de la responsabilité s'installant visiblement sur ses épaules. « Papa, tu as promis », murmura Aalia, essayant de cacher sa déception. « Je sais, petite fille. C'est un briefing de sécurité que je dois signer. 10 minutes maximum, je le promets. Je serai de retour avant le décollage. » Le regard qu'ils échangèrent en disait long. Son scepticisme, né de 100 promesses non tenues. Sa détermination que cette fois serait différente. Marcus lui serra l'épaule avant de se diriger vers l'allée, parlant déjà sur le ton mesuré qu'il réservait aux questions de sécurité nationale. Au moment où Marcus disparaissait par la porte de la cabine, l'atmosphère changea. L'embarquement était presque terminé lorsque Victoria Langlais fit son entrée. 38 ans, chèrement entretenue, avec des vêtements de marque qui semblaient mener une bataille perdue d'avance contre sa corpulence imposante, son expression exprimait l'irritation comme un signal radio, et les hôtesses de l'air avaient déjà adopté les sourires tendus réservés aux passagers difficiles. « Je n'arrive pas à croire à quel point il fait chaud ici », a-t-elle annoncé à personne en particulier, s'éventant avec sa carte d'embarquement alors qu'elle marchait péniblement dans l'allée, les sacs à main Louis Vuitton se balançant dangereusement près de la tête des autres passagers. Lorsque Victoria atteignit la 3e rangée, elle s'arrêta brusquement, regardant Aalia avec les yeux plissés. « Excusez-moi, vous êtes à ma place », a-t-elle déclaré, cette déclaration ne laissant aucune place à la question. Aalia leva les yeux, momentanément confuse. « Je ne pense pas. Je suis en 3A. »« Eh bien, j'ai un siège près de la fenêtre, et c'est ma rangée, » a insisté Victoria, sa voix s'élevant juste assez pour attirer l'attention des passagers à proximité. Avec la confiance posée qui lui venait du fait d'avoir été soulevée par l'un des plus hauts responsables du FBI, Aalia a poliment brandi sa carte d'embarquement. « Mon billet indique 3A. C'est définitivement mon siège. » Victoria arracha la carte d'embarquement des mains d'Aalia, l'examinant avant de la repousser. « Laissez-moi voir votre billet, s'il vous plaît, » a demandé Aalia, gardant son sang-froid malgré l'impolitesse de la femme. Après un moment de tâtonnement théâtral, Victoria sortit sa propre carte d'embarquement. Juste là, en noir et blanc, siège 3C, couloir. « Il doit y avoir une erreur, » souffla Victoria, les joues rougies. « Je réserve toujours des sièges près de la fenêtre. »« Je suis désolé, mais c'est le siège qui m'est assigné, » réitéra Aalia, sa voix ferme, mais ferme. Quelque chose changea alors dans l'expression de Victoria, un regard calculateur remplaçant l'irritation initiale. Elle étudia Aalia plus attentivement, prenant en compte son apparence, son âge, sa race. Les coins de sa bouche étaient tournés vers le bas. « Savez-vous qui est mon mari »
demanda-t-elle, sa voix tombant à un murmure dangereux. Les gens comme vous ne voyagent généralement pas en première classe. L'implication restait dans l'air, comme une fumée toxique. Plusieurs passagers à proximité se raidirent, témoins mal à l'aise de la laideur qui se déroulait. L'expression d'Aalia ne changea pas, même si quelque chose vacilla derrière ses yeux. Une blessure rapidement masquée. Une dignité maintenue malgré le coup. Bien sûr, elle avait déjà entendu des commentaires de ce genre, dans son école privée, dans des country clubs, lors de concours académiques. La surprise n'était pas de les entendre maintenant. C'était en réalisant qu'ils avaient encore le pouvoir de piquer. Aalia ne dit rien, se tournant simplement pour regarder par la fenêtre, son reflet montrant un visage pratiquant la neutralité prudente que son père lui avait enseignée. Dans le silence tendu qui a suivi, Victoria est restée debout dans l'allée, sa silhouette imposante, bloquant le passage aux autres passagers, essayant d'atteindre leur siège. Sa poitrine se soulevait d'indignation, son écharpe de créateur flottant à chaque respiration laborieuse. Cette confrontation ne se déroulait pas selon son scénario. La jeune fille noire n'était pas intimidée, ne se bousculait pas pour répondre à ses demandes, ne reconnaissait pas l'ordre naturel des choses tel que Victoria les comprenait. Pour Victoria Langlais, ce défi était inacceptable. « Hôtesse de l'air !» cria-t-elle, sa voix étant portée à travers toute la cabine. Sa main manucurée se leva brusquement, ses doigts claquant d'impatience, comme pour appeler un serviteur. « J'ai besoin d'aide immédiatement !» Émilie, l'hôtesse de l'air, est apparue en quelques instants, son sourire professionnel fermement en place, même s'il n'atteignait pas vraiment ses yeux. À 28 ans, elle empruntait cette route depuis suffisamment longtemps pour reconnaître les problèmes lorsqu'elle les voyait et pour catégoriser les passagers difficiles en quelques secondes. Victoria Langlais s'est immédiatement inscrite comme ouragan de catégorie 5 dans les vêtements de marque. « Comment puis-je vous aider, madame ?» a demandé Émilie, se positionnant pour garder l'allée aussi dégagée que possible, pendant que les autres passagers continuaient à monter à bord. « Ce siège est évidemment le mien », a déclaré Victoria, en désignant Aalia, qui restait calme près de la fenêtre. « Elle n'a clairement pas sa place ici, et j'ai besoin que tu la fasses partir. » Les implications de son ton étaient indubitables. Plusieurs passagers se déplaçaient inconfortablement dans leur siège, l'atmosphère devenant de plus en plus lourde à chaque instant qui passait. Un homme d'affaires d'en face s'est soudainement montré extrêmement intéressé par sa carte de sécurité. Un couple de personnes âgées échangèrent des regards complices, leurs expressions s'assombrissant. « Je serais heureuse de vérifier les 2 billets », répondit Émilie, sa voix ne trahissant aucun dégoût dans ses yeux. Aalia a remis sa carte d'embarquement sans qu'on lui le demande. Ses mouvements étaient délibérés et dignes, malgré l'humiliation de voir son droit à occuper un espace remis en question si publiquement. Émilie l'examina attentivement avant de se tourner vers Victoria. « Madame, puis-je voir votre carte d'embarquement également ?» Avec une réticence dramatique, Victoria a de nouveau présenté son billet. Émilie étudia les 2 documents côte à côte. « Mademoiselle Carter est à son siège assigné, 3A », confirma Émilie, rendant la carte d'embarquement à Aalia, avec un sourire d'excuse. « Mademoiselle Langlais, votre siège est le 3C, le siège côté couloir dans cette même rangée. » Le visage de Victoria rougit d'une dangereuse nuance de pourpre. « C'est ridicule. J'ai spécifiquement demandé un siège près de la fenêtre lorsque j'ai réservé ce vol. Je vole toujours par la fenêtre. »« Je comprends votre privilège, » répondit Émilie, son ton calibré pour être apaisant sans être condescendant, l'équilibre difficile perfectionné au fil des années de service client. « Malheureusement, selon notre système, le siège 3A a été attribué à Miss Carter. Si vous le souhaitez, une fois l'embarquement terminé, je pourrai vérifier s'il y a d'autres sièges côté fenêtre disponibles en première classe. » C'était une solution raisonnable, mise en œuvre par des professionnels. Mais la raison n'était pas ce qui intéressait Victoria Langlais. « Absolument pas, » siffla-t-elle, sa voix tombant jusqu'à un murmure dangereux. « Je refuse de m'asseoir à côté d'elle. Trouvez-lui un autre siège, où j'aurai votre travail. » La menace planait dans l'air, laide et explicite.
Le sourire d'Émilie est resté figé au fil des années de discipline en matière de service à la clientèle. Mais quelque chose s'est durci dans ses yeux. Autour d'eux, l'atmosphère avait changé. Un adolescent, 2 rangées plus loin, avait son téléphone incliné juste comme ça, l'objectif de la caméra étant visible entre les sièges. Une femme en costume d'affaires a fait semblant d'envoyer des SMS, mais son téléphone enregistrait clairement. À l'ère des vidéos virales documentant le racisme public, plusieurs passagers avaient décidé que cet incident méritait d'être documenté. Mademoiselle Langlais, je ne peux pas déplacer un autre passager qui occupe le siège qui lui est attribué, expliqua Émilie, la voix ferme, malgré la menace qui pesait sur son emploi. Cependant, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre mission, je serai heureux de voir si nous pouvons vous accueillir ailleurs dans l'avion. Les yeux de Victoria se plissèrent dangereusement. Savez-vous qui je suis? Qui est mon mari? Sans attendre de réponse, elle se pencha plus près d'Émilie, sa voix se transformant en un murmure de scène, encore parfaitement audible pour les passagers à proximité. Édouard Langlais, directeur adjoint au ministère de la Justice. Peut-être avez-vous entendu parler de lui. L'annonce du nom a été faite avec l'espoir confiant que cela changerait tout, que les règles seraient soudainement modifiées, que la déférence suivrait immédiatement. C'était la carte que Victoria avait jouée d'innombrables fois auparavant, regardant avec satisfaction les gens se précipiter pour l'accommoder une fois qu'ils avaient réalisé le pouvoir que son mari exerçait. L'expression d'Émilie ne changea pas, même si elle enregistra l'information. Le directeur adjoint Édouard Langlais, un nom qu'elle a vaguement reconnu dans les gros titres de l'actualité, suffisamment pour savoir que cette affirmation pourrait être légitime. Je comprends, Miss Langlais. Mais notre politique en matière de siège reste la même, quelle que soit la personne à laquelle nos passagers sont connectés, a répondu Émilie avec une diplomatie expérimentée. Pendant ce temps, Alia avait tranquillement sorti son téléphone, les pouces planant sur l'écran, alors qu'elle réfléchissait à l'opportunité d'envoyer un SMS à son père. Une partie d'elle voulait gérer cela elle-même, prouver qu'elle n'avait pas besoin d'être secourue, qu'elle pouvait faire face à cette laideur avec la dignité et le sang-froid qu'il lui avait enseigné. Mais une autre partie a reconnu que cette situation dégénérait au-delà de ce qui devrait être raisonnable de gérer seule à 16 ans. Elle a tapé rapidement. « Papa, il y a une situation dans notre rangée. Rien de dangereux, mais désagréable. Pas de précipitation, mais quand tu auras fini. » Son doigt passa sur le bouton d'envoi, hésitant. Son père participait à une réunion d'information sur la sécurité, discutant peut-être de questions touchant à la sécurité nationale. Son inconfort valait-il la peine d'interrompre cela? Elle a décidé de ne pas le faire, enregistrant plutôt le message dans les brouillons. Il reviendrait bien assez tôt. Ce qu'Alia ne savait pas, c'est que 3 rangées derrière elle, l'un des passagers observant tranquillement la scène, était l'agent Maria González, un agent de terrain du FBI, se dirigeant vers l'Indonésie avec le même service de sécurité que Marcus. Elle avait immédiatement reconnu Alia, mais avait maintenu sa couverture, observant la situation se dérouler avec une évaluation professionnelle. Sa main avait déjà glissé sur son téléphone, tapant un message sécurisé à ses collègues concernant l'évolution de la situation impliquant la fille du réalisateur. Victoria, quant à elle, avait atteint un nouveau niveau d'indignation. « C'est absolument inacceptable », a-t-elle déclaré en élevant la voix. « Je veux parler au capitaine immédiatement. Cette fille a clairement falsifié son billet. Elle n'a aucun moyen d'avoir légitimement un siège en première classe. » L'accusation de faux, de comportement criminel, a dépassé les limites. L'attitude professionnelle d'Émilie s'est finalement légèrement effondrée, sa colonne vertébrale se redressant alors qu'elle se préparait à mettre fin à cette affaire de manière décisive. « Mademoiselle Langlais, c'est une accusation grave et infondée. Le billet de Mademoiselle Carter a été correctement émis via notre système et vérifié par les agents d'embarquement avant l'embarquement. Je dois vous demander de prendre le siège qui vous a été attribué, sinon je devrais impliquer notre agent de l'air. » La mention des forces de l'ordre provoqua une lueur d'hésitation dans l'expression de Victoria. Mais celle-ci se transforma rapidement
en une détermination renouvelée. Elle était trop déterminée à reculer maintenant, trop convaincue de sa justesse, trop habituée à ce que le monde se plie à ses exigences. « Appelez la sécurité », a-t-elle demandé, la voix tremblante d'indignation. « Appelez-les tout de suite. Je veux qu'une enquête soit menée immédiatement. » Ce que Victoria Langley ne pouvait pas savoir, c'est que la sécurité était en effet sur le point d'être impliquée, mais pas de la manière qu'elle l'imaginait, et que l'homme dont elle avait utilisé le nom avec tant d'assurance, comme une arme, était sur le point de devenir la raison même pour laquelle son monde s'effondrerait autour de ses chaussures de marque. Avez-vous déjà vu l'arrogance de quelqu'un conduire à sa chute? Commentez « Justice » ci-dessous. Écrasez ce bouton. J'aime. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour plus d'histoires de responsabilité. Alors que la confrontation en première classe atteignait son paroxysme, Emily prit une décision. Cette situation avait dégénéré au-delà de son pouvoir de gestion, au-delà des conflits habituels entre passagers au sujet des accoudoirs ou des sièges inclinés. D'un discret signe de la main à son collègue, elle a initié le protocole en cas de perturbation grave de la cabine. « Je vais parler avec le capitaine », informa-t-elle les deux parties, sa voix portant le poids de la finalité. « Veuillez rester à la place qui vous a été assignée jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. » Alors qu'Emily se dirigeait vers le cockpit, la cabine bourdonnait de tension. Les passagers ont échangé des regards, certains filmant ouvertement, d'autres faisant semblant de ne pas le remarquer, tout en absorbant chaque détail. Pendant ce temps, dans une salle de conférence sécurisée, au cœur de la zone réglementée de l'aéroport, Marcus Carter se tenait au bout d'une table, entouré de 8 de ses meilleurs agents. La pièce était insonorisée, balayée pour une surveillance électronique et gardée par 2 agents supplémentaires à l'extérieur. Sur la table devant eux se trouvaient des briefings détaillés des services de renseignement sur les menaces potentielles contre les intérêts américains. Les autorités ont confirmé une augmentation des discussions autour des destinations touristiques, a expliqué Marcus, sa voix portant la gravité mesurée qui était devenue sa signature professionnelle. Bien qu'il n'y ait pas de menace spécifique, je veux que notre présence soit ressentie, mais pas évidente. Nous sommes officiellement en vacances. Officieusement, j'ai besoin d'yeux et d'oreilles dans tous les principaux lieux. Les agents acquiescèrent en signe de compréhension. C'était la danse délicate du travail antiterroriste. Être présent sans créer de panique, vigilant sans perturber la vie civile. Chaque agent présent à la table était un membre d'élite, sélectionné non seulement pour ses compétences tactiques, mais aussi pour sa capacité à s'intégrer parfaitement dans l'environnement touristique. Alors que le briefing se poursuivait, Marcus sentit son téléphone vibrer dans sa poche. 1, 2, 3 fois de suite. Des années d'expérience lui avaient appris à distinguer les modèles de vibration des différentes notifications. Il ne s'agissait pas d'emails ou d'alertes d'actualité. C'étaient des messages textes, plusieurs à la suite. Compte tenu du nombre limité de personnes ayant accès à son numéro personnel, cela a déclenché une alerte interne immédiate. Il vérifia discrètement son écran pendant que l'agent Thompson continuait d'examiner les protocoles d'évacuation. 3 messages de l'agent Gonzalez, tous marqués comme urgents. Le premier lui a glacé le sang. La situation se développe avec Aaliyah dans l'avion. Les affrontements racistes entre passagers s'intensifient. Le capitaine est appelé. L'expression de Marcus ne trahissait rien lorsqu'il lisait les messages. Mais à l'intérieur, 2 forces puissantes s'affrontaient. Le directeur du FBI chargé d'un briefing de sécurité critique et le père dont l'enfant était victime de harcèlement. C'était l'éternel conflit qui avait défini sa carrière de parent célibataire, occupant une position à enjeux élevés. « Thompson, prends en charge le briefing », ordonna-t-il, son ton ne laissant aucune place aux questions. « Terminez les missions opérationnelles et rendez-vous à bord de l'avion. Je dois retourner à l'avion immédiatement. » L'équipe a reconnu le changement d'attitude de leur réalisateur. La transformation subtile de mesuré à urgent. Ils travaillaient tous avec lui depuis suffisamment longtemps pour savoir que très peu de choses pouvaient interrompre un briefing de sécurité de cette importance. Quoi qu'il se passe dans cet avion, c'était grave. De retour à bord de l'avion,
La situation s'était encore détériorée. Le commandant de bord, un pilote chevronné du nom de James Peterson, possédant 30 ans d'expérience dans l'aviation commerciale, était sorti du cockpit pour évaluer les perturbations retardant son départ. À 58 ans, le capitaine Peterson avait été témoin de presque tous les types de conflits de passagers imaginables, mais les préjugés manifestes affichés dans cette confrontation le mettaient même mal à l'aise. « Mesdames, quel semble être le problème ?» demanda-t-il, sa présence autoritaire calmant temporairement l'échange houleux. Avant qu'Emily puisse fournir le contexte, Victoria Langlais a saisi l'ouverture. « Capitaine, Dieu merci !» s'exclama-t-elle, sa voix dégoulinante de soulagement fabriqué. « Cette fille a pris mon siège côté hublot, et votre hôtesse de l'air refuse de corriger la situation. Mon mari dirige le ministère de la Justice, et je peux vous assurer que ce genre de traitement ne sera pas toléré. Cette fille doit être expulsée immédiatement. » Le capitaine Peterson s'est tourné vers Emily, qui lui a rapidement expliqué la situation réelle. Les sièges attribués aux 2 passagers, la vérification de leur carte d'embarquement et les demandes et menaces croissantes de Victoria. « Miss Langlais, » dit le capitaine après avoir écouté attentivement, « je comprends que vous soyez déçue de ne pas avoir de siège près de la fenêtre. Mais nos affectations sont définitives une fois les cartes d'embarquement émises. Miss Carter est à son bon siège. » Le visage de Victoria se tordit de frustration. Le récit qu'elle avait construit, selon lequel elle était victime d'un service médiocre, que son statut lui donnait droit à un traitement spécial, s'effondrait autour d'elle. En désespoir de cause, elle a opté pour une nouvelle approche. « Je ne me sens ni à l'aise, ni en sécurité assise à côté d'elle », a déclaré Victoria à haute voix, s'assurant que les autres passagers l'entendraient. « En tant que contribuable et épouse d'un haut fonctionnaire du gouvernement, j'exige des aménagements différents. » L'implication était claire. Son inconfort ne provenait pas de préoccupations légitimes en matière de sécurité, mais de la course de sa voisine de siège. La déclaration restait en suspens, sa laideur ne pouvant être dissimulée par des euphémismes polis. Tout au long de cet échange, Aaliyah avait gardé le silence, se retirant dans la coquille émotionnelle protectrice que développent souvent les enfants de personnalités publiques. Mais quelque chose dans cette dernière déclaration, le préjugé flagrant, l'invocation du statut de contribuable comme s'il accordait des droits spéciaux pour rabaisser autrui, a finalement brisé son sang-froid. « Mon père sera bientôt de retour », a-t-elle déclaré, d'une voix calme mais ferme, empreinte de la confiance indubitable de quelqu'un qui sait exactement qui ils sont et quel soutien les soutient. « S'il te plaît, laisse-moi tranquille en attendant. » C'était une simple déclaration de fait, pas une menace, mais c'était la première fois qu'Aaliyah s'engageait directement depuis la vérification initiale du siège. Tous les regards se tournèrent vers elle, plusieurs passagers notant la dignité avec laquelle l'adolescente se comportait face à une telle hostilité. Victoria, cependant, n'y voyait qu'une occasion de se moquer. « Oh, je suis terrifiée !» s'est-elle exclamée avec un sarcasme théâtral, plaçant une main sur son cœur en signe de peur. « Qui est papa? Un bagagiste? L'homme qui nettoie les toilettes ?» Son rire était vif, destiné à blesser. « Écoute, petite fille, quoi que fasse ton père, il n'a pas l'autorité que mon mari exerce. Edward Langlais peut faire disparaître les gens avec un coup de téléphone. » La menace, aussi à peine voilée soit-elle, fit durcir l'expression du capitaine Peterson. « Miss Langlais, je dois vous avertir que menacer les autres passagers est... » et fut interrompu par un changement soudain dans l'atmosphère de la cabine. Comme des animaux flairant un prédateur, les passagers se turent, leur attention étant attirée sur l'avant de la section de première classe, où était apparue une silhouette imposante. Marcus Carter se tenait dans l'entrée, toujours vêtu du costume impeccable qu'il portait lors de son briefing de sécurité. À 6 pieds 2 pouces, avec la carrure athlétique de quelqu'un qui maintenait un entraînement physique rigoureux, malgré sa position administrative, sa présence remplissait l'espace d'une manière qui dépassait les simples dimensions physiques. C'était l'autorité tranquille qu'il portait, l'intensité concentrée de son regard, alors qu'il balayait la cabine et se fixait sur la confrontation dans la 3e rangée. Alors que Marcus se dirigeait résolument vers l'allée,
une chose remarquable s'est produite. Dans des sièges disséminés dans la première classe, 4 individus se redressèrent presque imperceptiblement. L'agent Gonzalez, 3 rangées en arrière. L'agent Wu, près de la fenêtre, au 7e rang. L'agent Morales, au dernier rang. Et l'agent Singh, près de la cuisine. Bien qu'ils n'aient fait aucun mouvement évident, leur niveau de vigilance a changé en parfaite synchronisation avec l'arrivée de leur directeur. Ils formaient une équipe, soudainement visible, après s'être cachés à la vue de tous. Les yeux du capitaine Peterson s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il reconnut Marcus, non pas à cause de la couverture médiatique. Le chef de la lutte contre le terrorisme du FBI recherchait rarement de la publicité, mais à cause des briefings de sécurité de haut niveau que les pilotes seniors recevaient. Ce n'était pas un passager ordinaire qui retournait à son siège. C'était l'un des responsables de l'application des lois les plus puissants des États-Unis. « Que se passe-t-il ici » demanda Marcus, sa voix trompeusement calme, mais empreinte d'une autorité sous-jacente qui fit taire toute la cabine. Ses yeux passèrent de sa fille à Victoria Langley, en passant par le capitaine, évaluant la situation avec la précision rapide d'une personne entraînée à évaluer les menaces en quelques secondes. L'expression d'Alia ne trahissait rien aux observateurs occasionnels, mais Marcus pouvait lire les signes subtils de sa détresse. La posture légèrement trop parfaite, la respiration contrôlée qu'elle utilisait lorsqu'elle était bouleversée, la façon dont ses doigts s'enroulaient contre la coudoir. Sa fille mettait en pratique exactement ce qu'il lui avait appris sur le maintien de son sang-froid sous pression. Et même si cela le rendait fier sur le plan professionnel, cela lui faisait bouillir le sang sur le plan paternel. Alors que le capitaine Peterson commençait à expliquer la situation, Marcus se concentra sur Victoria Langley avec une précision laser. Il a immédiatement reconnu le type. Quelqu'un qui utilisait ses relations et son statut comme une arme, qui croyait que des règles existaient pour les autres. Quelqu'un qui avait probablement passé des années à divulguer le nom de son mari pour intimider les travailleurs des services et obtenir des avantages non mérités. L'ironie qu'elle avait choisie aujourd'hui, cette fuite, et sa fille comme cible, aurait été presque amusante si elle n'avait pas été si exaspérante. Ce que Victoria Langley ne pouvait pas savoir, c'est qu'Edward Langley, l'homme dont elle brandissait si négligemment le nom comme une menace, avait été nommé à son poste sur la recommandation spécifique de Marcus. Ils se réunissaient mensuellement pour des briefings de sécurité, au cours desquels Edward s'adressait avec déférence à Marcus, en l'appelant « directeur Carter ». Alors que Marcus se tenait dans cette allée, la confrontation avait atteint un tournant. 2 mondes étaient sur le point d'entrer en collision. La bulle privilégiée que Victoria Langley avait construite autour d'elle et la réalité des conséquences que représentait Marcus Carter. En quelques secondes, tout changerait, et pas une seule personne à bord de cet avion n'oublierait jamais ce dont elle allait être témoin. Croyez-vous qu'il faut lutter contre l'injustice? Faites-le nous savoir en commentant « Justice », en aimant cette vidéo, en la partageant avec votre communauté et en vous abonnant pour rester informé des nouvelles qui comptent. Le temps sembla ralentir, alors que Marcus Carter traversait la cabine en direction de sa fille. Ses pas étaient mesurés, délibérés, la démarche d'un homme qui n'avait jamais besoin de se précipiter parce que le pouvoir l'attendait naturellement. Le bruit ambiant de l'avion s'est estompé lorsque les passagers ont senti le changement gravitationnel se produisant parmi eux. Victoria Langley restait inconsciente de la tempête qui approchait, continuant de fulminer auprès du capitaine sur l'importance de son mari et sur la façon dont elle exigerait une enquête sur ce traitement discriminatoire. Les mots sortaient de ses lèvres avec une indignation exercée, une performance qu'elle avait déjà donnée d'innombrables fois auparavant, alors que la réalité ne répondait pas à ses attentes. Et quand Edward entendra parler de ça, il aura son badge et le vôtre. Avez-vous une idée du genre d'autorisation dont dispose mon mari? Le genre de personnes qui répondent à ses appels? Marcus s'arrêta au bord de la 3e rangée, lui permettant de continuer à creuser le trou dont elle ne s'échapperait jamais. Son expression ne révélait rien. Une compétence perfectionnée au fil des années d'interrogatoire et de négociations aux enjeux élevés. Seul le subtil resserrement de sa mâchoire trahissait la fureur qui montait sous son vernis professionnel.
Alors qu'il atteignait la rangée où était assise sa fille, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans toute la cabine. Comme une séquence chorégraphiée répétée à la perfection, 4 individus se tenaient simultanément dans différentes parties de la section de première classe. L'agent Maria Gonzalez de la 6e rangée, l'agent Daniel Wu, près de la fenêtre de la 7e rangée, l'agent Sophia Morales de la dernière rangée, l'agent Vikram Singh, positionné près de la cuisine. Ils se sont levés sans fanfare, sans annonce. 4 professionnels impeccablement habillés, dont les postures et les regards alertes les identifiaient instantanément comme des forces de l'ordre à quiconque avait l'expérience de reconnaître de telles choses. Ils n'ont pas dégainé leurs armes, ni fait de mouvements agressifs. Ils se levèrent simplement, établissant leur présence et leur vigilance avec une précision silencieuse. Leur directeur était là, et tous devaient se lever pour le respecter. Le mouvement synchronisé a créé un effet immédiat. Les conversations cessèrent au milieu d'une phrase. Les passagers qui faisaient semblant de ne pas remarquer la confrontation regardaient désormais ouvertement. Même les bruits ambiants de l'avion semblaient diminuer, alors qu'un silence complet s'installait dans la cabine. Tout le monde sentait que quelque chose d'important se déroulait, quelque chose au-delà du drame habituel du transport aérien commercial. L'expression du capitaine Peterson passa d'une inquiétude professionnelle à une reconnaissance immédiate lorsqu'il remarqua la présence de Marcus. Ses 25 années en tant que pilote professionnel avaient inclus suffisamment de séances d'information sur la sécurité pour qu'il puisse identifier instantanément l'un des plus hauts responsables de la sécurité du pays. « Directeur Carter », dit le capitaine, son ton passant à un profond respect. « Je m'excuse pour le dérangement impliquant votre fille. Nous étions juste en train de résoudre la situation. » Le mot « réalisateur » atterrit comme un coup de tonnerre dans la cabine silencieuse. La tête de Victoria se tourna brusquement vers Marcus, son expression toujours crispée sur l'indignation, alors même que la confusion commençait à s'infiltrer. Le titre était enregistré, mais ses implications n'avaient pas encore pénétré sa certitude qu'elle était la personne la plus importante dans ce scénario. Avec un calme délibéré, Marcus fouilla dans sa veste et retira ses informations d'identification, permettant au bouclier du FBI d'attraper l'éclairage de la cabine alors qu'il l'affichait brièvement avant de le remettre dans sa poche. Le geste n'était pas théâtral. C'était simplement une confirmation, une formalité pour un homme dont l'autorité le précédait généralement. Pour la première fois, l'incertitude est apparue sur le visage de Victoria Langley. Les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit, même si l'image complète restait juste hors de sa portée. Elle regarda Marcus, le capitaine, puis les agents désormais répartis dans la cabine, son cerveau se démenant pour recalibrer un scénario qui échappait rapidement à son contrôle. « Je ne comprends pas ce qui se passe, » dit-elle, sa voix perdant sa confiance stridente. « Qui êtes-vous? Pourquoi m'entourez-vous » La réponse de Marcus fut avec la précision silencieuse d'une lame de chirurgien. « Madame Langley, » dit-il, prononçant son nom avec une parfaite clarté pour s'assurer qu'il ne puisse y avoir aucun malentendu. « Je crois que vous connaissez mon nom, même si vous ne reconnaissez pas mon visage. Votre mari le sait certainement. » Une pause parfaitement chronométrée. « Votre mari, Edward, relève directement de moi. » La couleur du visage de Victoria disparut si rapidement que les passagers situés à plusieurs rangées de là purent observer la transformation. Son expression s'est effondrée, passant d'une juste indignation à une horreur naissante alors que les implications se répandaient dans sa conscience. Le mari dont elle avait utilisé le nom comme une arme tout au long de cette confrontation, source de son pouvoir perçu et de son intouchabilité, en rendait compte au père de la fille qu'elle harcelait. « Ce n'est pas possible, » balbutia Victoria, même si son expression trahissait qu'elle savait que c'était non seulement possible, mais catastrophiquement vrai. « Edward me l'aurait dit, s'il... »« S'il... »« Quoi, Madame Langley ?» demanda Marcus, sa voix restant mesurée même si elle portait un courant sous-jacent d'acier. « S'il travaillait sous la direction du père de la jeune femme que vous venez de suggérer de nettoyer les toilettes. Si son avancement professionnel dépendait de l'homme dont vous accusiez la fille de falsifier des papiers
Et de ne pas appartenir à la première classe? La bouche de Victoria s'ouvrit et se ferma sans produire de son. L'image parfaite d'un prédateur se reconnaissant soudain comme une proie. J'ai entendu tout ce que vous avez dit à ma fille. Continua Marcus, son regard ne vacillant jamais. Chaque mot, chaque implication, chaque menace. La cabine entière retenait son souffle. Les agents de bord étaient figés dans les allées. Les passagers qui avaient filmé la confrontation ont continué à le faire avec une intensité renouvelée, reconnaissant qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire. Même les bruits ambiants de l'avion semblaient assourdis, comme si l'avion lui-même écoutait. Le visage de Victoria a achevé sa transformation, passant d'un droit suffisant à une terreur abjecte. La prise de conscience qu'elle avait passé les 20 dernières minutes à menacer, à humilier et à tenter d'intimider la fille du supérieur de son mari, un homme qui commandait apparemment une équipe d'agents fédéraux qui voyageaient avec lui, l'a frappé avec la force d'un coup physique. Sa peau prit une pâleur grisâtre, la transpiration perlant visiblement le long de ses cheveux, malgré la climatisation de la cabine. « Je ne savais pas qu'elle était votre fille, monsieur, » murmura-t-elle, les mots à peine audibles. « Je n'aurais jamais... » « Je n'ai jamais eu quoi, exactement ?» demanda Marcus, la question suspendue dans l'air entre eux comme une lame. « Vous n'avez jamais exigé que ma fille soit retirée du siège qui lui était attribué parce que vous le vouliez? Vous n'avez jamais suggéré qu'elle n'avait pas sa place en première classe? Vous n'avez jamais menacé de faire licencier le personnel navigant pour avoir suivi les procédures appropriées? Vous n'avez jamais invoqué le nom de votre mari pour intimider les autres si vous aviez su qu'une personne ayant une plus grande autorité écoutait? Chaque question était posée avec précision, démantelant le cadre des excuses avant que Victoria ne puisse les construire complètement. Ce n'était pas seulement un déguisement. Il s'agissait d'une déconstruction méthodique des privilèges par quelqu'un qui avait passé sa carrière à identifier et à neutraliser les menaces. « Madame Langlais, » dit Marcus, son ton devenant encore plus formel. « Je viens d'être informé que votre mari est actuellement informé de cet incident. » La déclaration resta en suspens pendant un moment, avant que toutes ces implications ne soient inscrites sur le visage de Victoria. Ce qui lui restait de calme s'effondra complètement. La prise de conscience qu'Edward, sa source de pouvoir perçu, son bouclier contre les conséquences, était en train de prendre connaissance de son comportement envers la fille de son patron, semblait la diminuer physiquement. La cabine est restée dans un silence absolu, le public collectif devant un drame plus captivant que tout ce que le système de divertissement en vol pouvait offrir. C'était la justice qui se déroulait en temps réel, le spectacle rare et satisfaisant du droit rencontrant son parfait contrepoids. Pour Alia, qui regardait depuis son siège près de la fenêtre, ce moment était porteur d'émotions complexes. La justification était indéniable, car l'autorité de son père la protégeait alors qu'elle l'avait si souvent enlevée. Dans ce moment suspendu, avec tous les regards tournés vers Marcus et l'autorité absolue à sa disposition, il se tenait à un carrefour qui le définirait aux yeux de tous ceux qui le regardaient, en particulier aux yeux de sa fille. Le poids de la révélation pesait dans la cabine comme une présence physique. La compréhension que la dynamique du pouvoir avait irrévocablement changé, que la femme qui avait passé les 30 dernières minutes à brandir le nom de son mari comme une arme, se retrouvait désormais à la merci de quelqu'un avec une autorité exponentiellement plus grande. Pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, Victoria Langlais a été confrontée à une situation dont elle ne pouvait pas intimider ou acheter sa sortie. Voir la prise de conscience se dessiner sur ses traits, c'était comme assister à un effondrement émotionnel en accéléré. Du droit au choc, en passant par la mortification et l'autopréservation désespérée. La transformation a été si complète que plusieurs passagers qui avaient filmé la confrontation ont continué à filmer, sentant que la suite serait tout aussi convaincante. « Directeur Carter », commença Victoria, sa voix désormais dépouillée de toute son arrogance précédente, remplacée par une tentative tremblante de contrition. « Je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Tout cela a été un terrible malentendu. Si j'avais su qu'elle était votre fille... » Marcus leva légèrement la main,
ce geste interrompant ses paroles au milieu d'une phrase avec plus d'efficacité qu'un cri n'aurait pu l'être. Le mouvement était minimal, contrôlé, comme tout chez l'homme, mais son autorité était absolue. « Madame Langlais », a-t-il dit, sa voix étant calibrée pour être entendue par tout le monde à proximité immédiate sans sembler s'adresser à l'ensemble de la cabine. « Laissez-moi être très clair. Le fait qu'Alia soit ma fille n'a rien à voir avec la façon dont tout être humain devrait être traité. Votre comportement serait tout aussi inacceptable s'il était dirigé vers un passager de cet avion. » La réprimande a été prononcée sans voix élevée, sans gestes théâtraux. Mais son impact s'est visiblement inscrit sur le visage de Victoria comme un coup physique. Ce n'était pas la négociation à laquelle elle s'attendait. Ce n'était pas un homme puissant qui protégeait les siens du népotisme. C'était quelque chose de bien plus fondé sur des principes et par conséquent de plus dévastateur pour sa vision du monde. « Je suis vraiment désolé », balbutia Victoria, la transpiration mouillant visiblement son chemisier de créateur, sa confiance d'antan s'évaporant complètement. « Je m'excuse vraiment pour mon comportement, c'était inexcusable. » L'expression de Marcus restait impassible, son regard ne se détournant jamais du visage de Victoria. Lorsqu'il reprit la parole, ses paroles avaient la précision mesurée de quelqu'un habitué à les choisir avec un soin extrême. « Vos excuses ne me sont pas dues, Madame Langlais. Elles sont dues à ma fille. » La directive était en suspens, simple, non négociable et parfaitement calibrée pour prolonger l'humiliation publique de Victoria tout en donnant simultanément du pouvoir à la jeune femme qui avait été la cible de son sectarisme. C'était une justice distillée dans son essence, obligeant Victoria à reconnaître directement l'humanité d'Alia plutôt que de s'adresser à elle par des intermédiaires ou de prétendre qu'elle était invisible. Victoria se tourna lentement vers Alia, son visage étant un champ de bataille d'émotions contradictoires. Le ressentiment d'avoir été forcé d'accepter cette position en guerre, avec le besoin désespéré d'atténuer d'une manière ou d'une autre les dommages qu'elle avait causés à la carrière de son mari. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Je suis désolé pour la façon dont je t'ai parlé. Avec toi. C'était inapproprié. » Les excuses étaient à contre-cœur, minimes, loin de reconnaître les fondements racistes de son comportement. Marcus resta silencieux, son regard fixe indiquant clairement que la performance était inadéquate. Sous le poids de cet examen collectif, Victoria a réessayé. « Je m'excuse d'avoir laissé entendre que tu n'avais pas ta place ici, » dit-elle, chaque mot semblant la blesser physiquement. « Et pour les choses que j'ai dites à propos de ton père, j'étais complètement hors de propos. » Tout au long de ses excuses forcées, Alia a conservé la dignité posée qui avait caractérisé sa réponse à toute la confrontation. À 16 ans, elle faisait preuve de plus de maturité et de maîtrise de soi que la femme d'âge moyen qui trébuche aujourd'hui dans sa contrition réticente. Lorsque Victoria a fini de parler, Alia a simplement hoché la tête une fois, sans accepter verbalement les excuses ni les rejeter, mais en reconnaissant qu'elles avaient été proposées. Le capitaine Peterson, qui avait observé l'échange avec un intérêt professionnel, s'avança pour s'adresser directement à Marcus. « Directeur Carter, étant donné la nature de cet incident, je suis prêt à faire retirer Miss Langlais du vol si vous estimez que cela serait approprié, » proposa-t-il, son ton indiquant clairement que cela était entièrement à la discrétion de Marcus. Nous prenons très au sérieux le confort et la sécurité des passagers, en particulier dans les cas de harcèlement. L'offre restait en suspens, la possibilité d'une humiliation publique ultime pour Victoria. Être escortée hors de l'avion, devant des centaines de passagers qui partageraient inévitablement l'histoire sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Les implications professionnelles et sociales seraient dévastatrices, s'étendant bien au-delà de ce seul vol. Tout le monde dans la cabine semblait retenir son souffle, attendant la décision de Marcus. Sa réponse, lorsqu'elle est venue, a surpris de nombreux observateurs. « Ce ne sera pas nécessaire, capitaine, » dit Marcus d'une voix égale. « Nous pouvons tous être des adultes civils pendant la durée de ce vol. » Il se tourna légèrement vers Victoria, le regard inébranlable. «
Je suis certain que Madame Langlais comprend l'importance d'un comportement respectueux à l'avenir. Ce n'était pas de la pitié, pas exactement. C'était une retenue calculée, du genre à démontrer le véritable pouvoir plus efficacement que n'importe quelle démonstration punitive ne pourrait l'avoir. En refusant l'opportunité de représailles publiques, alors qu'elle était clairement à sa portée, Marcus s'est élevé encore plus au-dessus de la petite tyrannie de Victoria. Le contraste entre son comportement et sa réponse n'aurait pas pu être plus frappant. Cependant, a poursuivi Marcus, je pense qu'une autre disposition des sièges serait appropriée dans les circonstances. Emily, qui se tenait à proximité tout au long de la confrontation, s'est immédiatement avancée. Nous pouvons accueillir Miss Langlais en économie si cela vous convient, directeur. L'expression de Victoria s'est effondrée à la suggestion d'être reléguée en classe économique. Une humiliation finale qui a frappé directement au cœur de la conscience de son statut, qui avait motivé son comportement depuis le début. Mais elle n'a émis aucune protestation, reconnaissant que toute objection ne ferait qu'aggraver sa situation déjà précaire. Alors qu'Emily se préparait à escorter Victoria jusqu'à son nouveau siège, une hôtesse de l'air en classe économique est apparue dans la cabine de première classe, se penchant en avant pour murmurer quelque chose à son collègue. Après un bref échange, Emily se tourna vers Marcus. « Directeur, nous avons un passager âgé en classe économique qui a des difficultés avec l'espace limité pour ses jambes en raison d'une récente opération au genou. Seriez-vous opposé à ce que nous offrions le siège de première classe à Miss Langlais ?» Un éclair de quelque chose, peut-être le fantôme d'un sourire, passa sur les traits par ailleurs calmes de Marcus. « Je pense que ce serait une excellente solution. » Et c'est ainsi que Victoria Langlais, qui avait été si sûre de son droit à un traitement préférentiel, s'est retrouvée escortée vers un siège intermédiaire en classe économique, tandis que son logement de première classe a été confié à une femme âgée, munie d'une canne, qui n'en revenait pas de sa bonne fortune. La symétrie de l'échange n'a échappé à personne, encore moins aux passagers, qui ont continué à documenter chaque instant de la résolution. Alors que Victoria disparaissait dans l'allée vers l'économie, physiquement diminuée par son humiliation, Marcus se tourna vers son équipe et lui fit un subtil signe de tête, un ordre silencieux immédiatement compris et obéi. Les agents qui s'étaient levés dans toute la cabine retournèrent à leur place avec la même précision synchronisée avec laquelle ils avaient établi leur présence. Ils sont restés vigilants, mais discrets, les professionnels reprenant leur couverture de simples voyageurs. Ce n'est qu'à ce moment-là que Marcus a finalement pris place à côté de sa fille. La crise immédiate étant résolue, mais les conséquences émotionnelles toujours en suspens entre eux. Alors que les agents de bord se préparaient pour un départ imminent, le père et la fille restèrent assis en silence pendant plusieurs instants, réfléchissant tous deux à ce qui venait de se passer. Alia fut la première à parler, sa voix s'adressant uniquement aux oreilles de son père. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dit-elle doucement, même si ses yeux trahissaient à quel point son intervention avait signifié pour elle. « J'aurais pu le gérer. »« Je sais que tu aurais pu, » répondit-il avec le même calme. « Vous l'avez géré à merveille, avec plus de dignité et de retenue que j'aurais pu en montrer à votre âge. » Une pause, pondérée de reconnaissance. « Mais tu ne devrais pas avoir à gérer ça seul. Pas quand je suis là. » La simple déclaration « pas quand je suis ici » était suspendue entre eux, chargée de reconnaître combien de fois il n'était pas venu, combien d'événements scolaires, de compétitions, de moments difficiles s'étaient dépassés sans sa présence parce que la sécurité nationale avait revendiqué la priorité. Il y a une différence entre se défendre et devoir faire face seul au sectarisme, a poursuivi Marcus, la conversation s'orientant vers quelque chose de plus profond, de plus significatif que l'incident qui l'avait précipité. La dignité ne consiste pas à absorber les abus en silence. Il s'agit de connaître sa valeur si complètement que les tentatives des autres pour la diminuer ne peuvent pas vous toucher. Comme tu viens de le faire avec elle, a demandé Alia en désignant la section économique où Victoria avait disparu. Vous auriez pu la faire sortir du vol. Tout le monde l'a vu. Mais vous ne l'avez pas fait. Marcus réfléchit à cela, choisissant ses mots avec soin.
Le pouvoir ne concerne pas ce que vous pouvez faire aux autres. Il s'agit de ce que vous choisissez de ne pas faire lorsque vous avez toutes les justifications. Une pause réfléchie. N'oubliez pas cela, Alia. La véritable mesure de l'autorité n'est pas la quantité de punitions que vous pouvez infliger. C'est la quantité de retenue que vous pouvez faire preuve lorsque vous êtes provoqué. La conversation s'est approfondie alors que l'avion commençait son roulage vers la piste. Le père et la fille se connectant d'une manière qui était devenue de plus en plus rare à mesure que ses responsabilités grandissaient et que son enfance reculait. Ils ont parlé du privilège et de ses angles morts, des doubles standards dans lesquels Alia se trouvait quotidiennement, de la responsabilité complexe qui accompagnait la position de Marcus. « Je suis fier de toi », dit finalement Marcus, les mots simples mais profonds dans leur sincérité. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu deviens quelqu'un qui reste ferme dans ses principes, même s'il serait plus facile de ne pas le faire. L'expression d'Alia s'adoucit, sa réserve habituelle cédant la place à une véritable émotion. « J'ai appris en te regardant. » Alors que l'avion accélérait sur la piste, les élevant vers les nuages et la promesse de Bali au-delà, Marcus prit une décision qu'il avait en tête depuis qu'il avait vu sa fille faire face seule à la discrimination. « Ces vacances vont être différentes », a-t-il déclaré, sa déclaration ayant le poids d'un vœu. 2 semaines. Pas d'appel d'urgence, pas de briefing, pas de crise qui m'éloigne. Juste nous. Le scepticisme dans les yeux d'Alia était compréhensible. Elle avait déjà entendu des promesses similaires et avait appris à se protéger des déceptions en s'attendant à des interruptions. Mais quelque chose dans le ton de son père, dans la fermeté de sa mâchoire, suggérait que cette fois-ci pourrait en fait être différente. « Tu le penses ?» demanda-t-elle, n'osant pas vraiment y croire. « J'ai déjà donné des instructions à mon équipe », confirma Marcus. « Tout ce qui n'est pas une attaque terroriste imminente est géré sans moi pendant les 2 prochaines semaines. » Il tendit la main pour lui serrer doucement la main. « J'ai déjà trop manqué, Alia. Je ne veux plus en manquer. » La scène s'est dissoute dans un montage de leurs vacances. Père et fille, explorant ensemble des temples antiques, riant en essayant d'apprendre la danse traditionnelle, partageant des conversations tranquilles sur la plage, tandis que le soleil peignait l'horizon de couleurs impossibles. Pour peut-être la première fois depuis la mort de sa mère, Alia a bénéficié de toute l'attention de son père, non pas en tant que directeur du FBI, Carter, mais simplement en tant que papa. À un moment donné, ils étaient assis sur la terrasse privée de leur villa surplombant l'océan, la nuit tropicale les enveloppant comme du velours. Les étoiles se dispersaient dans le ciel, dans des constellations inconnues aux yeux des Américains, et le son lointain de la musique traditionnelle du gamelan flottait dans la brise chaude. « Pensez-vous qu'elle a appris quelque chose ?» Alia a demandé soudainement, la question semblant venir de nulle part, mais faisant clairement référence à Victoria Langlais. Ou va-t-elle simplement être en colère d'avoir été humiliée? Marcus y réfléchit pensivement, appréciant la capacité de réflexion de sa fille, même à propos de quelqu'un qui l'avait si maltraité. Des gens comme ça changent rarement complètement, a-t-il admis. Mais parfois, des expériences comme celle-ci créent des fissures dans leur certitude, de petites ouvertures où une nouvelle compréhension pourrait éventuellement prendre racine. « Je l'espère », dit doucement Alia, « pas pour elle, mais pour celui de ses enfants, si elle en a. » Ce genre de pensée blesse autant les personnes qui la défendent que celles contre lesquelles elle est dirigée. Dans l'histoire d'Alia Carter et de son père Marcus, nous sommes invités à un moment de profonde confrontation humaine, qui résonne profondément avec l'esprit français, une culture qui chérit la dignité, la retenue et l'art de vivre avec intention. En tant qu'observateur français, je trouve que ce récit n'est pas simplement une histoire de justice servie, mais un miroir reflétant les complexités de l'interaction humaine, du pouvoir et de la croissance personnelle. Le conflit entre le droit de Victoria Langlais et la résilience tranquille d'Alia, culminant avec l'intervention mesurée de Marcus, offre des leçons intemporelles qui peuvent nous guider dans notre propre vie avec grâce et détermination. La première leçon réside dans le sang-froid d'Alia sous la pression. À seulement 16 ans,
Elle affronte les préjugés manifestes de Victoria avec une dignité qui en dit long sur son caractère. Dans la culture française, nous valorisons savoir-faire, la capacité d'agir de manière appropriée dans n'importe quelle situation, en gardant son équilibre même lorsqu'on est provoqué. Alia incarne cela. Malgré les demandes agressives et les insinuations racistes de Victoria, Alia ne riposte ni par la colère, ni par le désespoir. Au lieu de cela, elle tient bon, tenant sa carte d'embarquement comme symbole de la place qui lui revient. Cela nous enseigne que la dignité ne consiste pas à faire taire les autres, mais à affirmer notre propre valeur. Dans la vie quotidienne, nous sommes confrontés à des moments de manque de respect. Peut-être un collègue dédaigneux, un étranger qui vous juge ou une critique injuste. L'exemple d'Alia nous pousse à répondre avec calme et confiance, à laisser nos actions et notre présence parler plus fort que n'importe quelle insulte. En refusant d'intérioriser le venin de Victoria, Alia nous montre que notre estime de soi est une forteresse intérieure, imperméable aux attaques extérieures. La réponse de Marcus Carter à la situation offre une deuxième leçon, tout aussi convaincante. Le pouvoir de la retenue. En tant que chef de la lutte contre le terrorisme au FBI, Marcus exerce une immense autorité, mais il choisit de ne pas écraser Victoria de tout le poids de sa position. Au lieu de cela, il démantèle son droit avec des mots précis et fondés sur des principes, la forçant à confronter son comportement tout en lui offrant une chance de se racheter par des excuses. Cela correspond à l'appréciation des Français pour mesure un sentiment d'équilibre et de modération. En France, on admire ceux qui exercent le pouvoir, non pas avec flamboyance, mais avec subtilité, comme un chef préparant une sauce délicate, plutôt que de la dominer d'épices. La décision de Marcus de réaffecter Victoria en classe économique, plutôt que de la retirer du vol, est une classe de maître en la matière. C'est un rappel que la vraie force réside dans ce que nous choisissons pas faire quand on est provoqué. Dans nos vies, nous pouvons être confrontés à des occasions de gagner, des disputes, ou d'affirmer notre domination, peut-être dans le cadre d'un conflit familial houleux, ou d'une lutte de pouvoir sur le lieu de travail. Marcus nous apprend à faire une pause, à considérer l'impact à long terme de nos actions, et à choisir des réponses qui soutiennent nos valeurs, plutôt que de simplement satisfaire notre ego. L'objectif français met également en évidence la profondeur émotionnelle de la relation père-fille entre Marcus et Alia. En France, les liens familiaux sont sacrés et s'expriment souvent à travers des moments d'intimité partagés plutôt que de grands gestes. Les scènes plus calmes de l'histoire. Marcus serrant la main d'Alia, leurs conversations sur la dignité après la confrontation et leurs éventuelles vacances remplies de visites de temples et de discussions au bord de la plage, résonnent avec cette valeur culturelle. Le vœu de Marcus de donner la priorité à Alia pendant 2 semaines, sans les exigences du travail, est une reconnaissance poignante de la nature éphémère du temps. Cela nous rappelle que l'amour ne se sent pas seulement, mais se manifeste à travers la présence. Dans nos vies trépidantes, nous pourrions négliger nos proches, en supposant qu'il y aura toujours plus tard. La prise de conscience de Marcus, qu'aucune urgence nationale ne l'emporte sur la croissance de sa fille, nous incite à consacrer intentionnellement du temps à nos proches. Qu'il s'agisse d'un dîner hebdomadaire avec les parents, d'une promenade avec un frère ou d'une sœur, ou d'un appel téléphonique à un ami, ces moments tissent le tissu de relations significatives. La chute de Victoria Langlais constitue une mise en garde quant aux périls liés au droit à l'admissibilité. Dans la culture française, on se méfie arrogance démesurée, une arrogance effrénée qui nous aveugle sur l'humanité des autres. La conviction de Victoria selon laquelle le statut de son mari lui donne droit à un traitement spécial conduit à son humiliation publique. Ces actions découlent d'un refus de considérer Alia comme une égale, un échec enraciné dans les préjugés. Cela nous apprend à examiner nos propres préjugés. Jugons-nous, consciemment ou non, les autres en fonction de leur apparence, de leur statut ou de leurs antécédents. La leçon de Victoria est un appel à pratiquer l'humilité et l'empathie. Dans la vie quotidienne,
Cela peut signifier écouter le point de vue d'un collègue avant de le rejeter. Ou interagir avec un étranger, peut-être un caissier ou un voisin, avec un véritable respect. En reconnaissant la dignité inhérente de chacun, nous favorisons un monde plus compatissant. L'histoire souligne également l'importance de la responsabilité. L'insistance de Marcus pour que Victoria s'excuse directement auprès d'Alia est un acte de justice puissant, non pas pour le plaisir de la punition, mais pour rétablir l'équilibre. En France, nous valorisons la responsabilité, assumer la responsabilité de ses actes comme une marque de maturité. Les excuses réticentes de Victoria, bien qu'imparfaites, constituent une étape vers la reconnaissance de ses torts. Cela nous encourage à reconnaître nos erreurs, qu'il s'agisse d'un mot dur, prononcé avec colère, ou d'une décision irréfléchie qui nuit à autrui. S'excuser sincèrement, même lorsque cela est inconfortable, renforce la confiance et guérit les relations. En pratique, cela peut signifier admettre une faute suite à un malentendu avec un ami ou prendre des mesures pour corriger une erreur professionnelle. La responsabilité n'est pas une faiblesse, c'est un pont vers la croissance. Enfin, la résolution de l'histoire, la réaffectation de Victoria en classe économique et le surclassement du passager âgé illustrent le concept français de justice poétique. La justice poétique, où les résultats s'alignent sur les vérités morales, satisfait notre sens de l'équité. La gratitude discrète de la femme âgée contraste avec le droit élevé de Victoria, nous rappelant que la gentillesse triomphe souvent en silence. Cela nous incite à agir avec générosité de petites manières, en tenant une porte, en offrant un sourire ou en aidant un étranger. Ces actes se répercutent vers l'extérieur, créant un cycle de bonne volonté qui contrecarre l'égoïsme. L'application de ces leçons nécessite de l'intentionnalité. Pour incarner la dignité d'Alia, je m'entraînerai à répondre aux critiques avec calme, en me concentrant sur mes valeurs plutôt que sur les jugements des autres. Inspiré par Marcus, je choisirai la retenue dans les conflits, en me demandant quelle est la réponse la plus fondée sur des principes. Pour honorer leurs liens, je planifierai du temps régulier avec ma famille, peut-être une visite mensuelle au café avec mes parents, savourant l'art français de flânerie, errer et se connecter sans hâte. Pour éviter l'arrogance de Victoria, je remettrai en question mes hypothèses, en abordant diverses perspectives à travers des livres ou des conversations. Et pour vivre avec responsabilité, j'assumerai mes erreurs rapidement, considérant les excuses comme des opportunités de croissance. Ces pratiques, ancrées dans la sagesse de l'histoire, s'alignent sur la quête française d'une vie bien vécue. La belle vie, où prédomine la dignité, l'équilibre et la connexion. Ce récit est une tapisserie de défauts et de vertus humaines, tissée de fils de justice et de rédemption. Cela nous rappelle que chaque interaction est une opportunité de choisir qui nous voulons être. En faisant preuve de dignité, de retenue, de présence, d'humilité et de responsabilité, nous pouvons relever les défis de la vie avec l'élégance et la sagesse qui définissent l'esprit français. Si cette histoire d'Alia et Marcus Carter vous a ému, maintenons la conversation vivante. Commentez « Justice » ci-dessous pour montrer votre soutien à la dignité et à la responsabilité. Appuyez sur ce bouton « J'aime », partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes et inspirantes. Ensemble, nous pouvons diffuser un message de compassion et de changement. Rejoignez-nous maintenant.